Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Environnement. Collection dirigée par Maryvonne Bidigwell. Ouvrir une collection environnement en sciences sociales est un défi, dans la mesure où chacun met sous ce vocable un contenu différent. Il existe pourtant un droit de l'environnement et des programmes de recherche qui s'adressent à des économistes, des sociologues, des politiques, des historiens, des ethnologues. Ce champ de réflexion traverse en fait l'ensemble des disciplines de sciences et fédère des objectifs plutôt qu'il ne fonde un nouvel objet. Cette situation engendre une grande dispersion des travaux et freine leur diffusion. Cette collection voudrait y pallier par la publication d'une part de dossiers présentant des recherches approfondies, d'autre part d'ouvrages de portée plus générale destinés à un plus large public. Déjà paru. Yamada Fumi, la gestion des déchets ménagers d'Antananarivo. La dichotomie entre la haute ville et les bas quartiers, 2020. SCHNEIDERMAUNOURY Grégory. La responsabilité environnementale, 1999. Kergoat Michel, Libéralisme et protection de l'environnement, 1999. MOORSTAHL Josiane, L'exception écologique russe, 1998. TEISSIERENSTINGERA, SAJALOLIB DIR, Radioscopie des mares, 1997. Le Kenpe, dans les coulisses de Greenpeace, 1997. Bodigel Monsieur Dir, Le littoral, entre nature et politique, 1997. Viardot Éric, L'environnement dans l'entreprise, 1997. Jolivet Marcel, Vers un rural post-industriel, 1997. Bodigel Monsieur Dir, La qualité des eaux dans l'Union européenne, 1996. Glaser, Agriculture et environnement. Le développement durable à travers l'écologie humaine, 1996. Kabbalah MD, Protection des écosystèmes et développement des sociétés. État d'urgence en Afrique, 1994. Komolea, L'évaluation et la comptabilisation du patrimoine naturel. Définition, méthode et pratique, 1994. Avant-propos. Cet ouvrage présente les résultats des recherches effectuées dans le cadre d'un post-doctorat de 12 mois, qui s'est déroulé de janvier à décembre 2019 au laboratoire Espace et Société, ESO de l'Université du Mans. Ce post-doctorat a été financé par l'Université Bretagne-Loire, UBL, dans le cadre des activités scientifiques du département Organisation Société Territoire, OST. En tant que communauté d'universités des régions Bretagne et Pays de la Loire, l'UBL a existé entre 2016 et 2019. La problématique scientifique traitée dans l'ouvrage s'inscrit dans la continuité des recherches menées à ESO Le Mans, sur les politiques d'environnement et de développement. Elles évaluent notamment la mise en œuvre des dispositifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, EGES, en vue de l'atténuation du changement climatique, aussi bien dans les pays développés, France, Canada, Royaume-Uni, etc., que dans les pays en développement Brésil, Cameroun, Madagascar, etc. La compensation carbone volontaire n'avait pas encore fait l'objet d'investigations dans le cadre de ces recherches. Après avoir défini la problématique et le périmètre du sujet, les recherches empiriques qui ont fourni le matériau pour cet ouvrage ont été effectuées par entretien semi-structuré. Le dépouillement de ces entretiens a donné lieu à des analyses illustrées par de nombreux schémas. Outre cet ouvrage, le postdoctorat a donné lieu à 2 articles. Le premier est un état de l'art sur le savoir géographique relatif à la transition énergétique, article accepté pour publication par la revue Annales de géographie. Le deuxième est une analyse de l'enrôlement de l'Afrique dans l'agenda international de réduction des EGES. Communication présentée aux Journées 2019 de l'association Tiers-Monde, à Metz, dans la revue Monde en développement. Nous sommes reconnaissants à l'égard de l'UBL, pour le financement octroyé. Nous remercions le laboratoire ESO pour la logistique de travail. Nos remerciements s'adressent en particulier à Sébastien Angonnet, ingénieur cartographe au laboratoire ESO, pour sa contribution à la réalisation des cartes. La version élaborée par Angéline Chartier étant en couleur,
Sébastien a dû les transformer en niveau de gris pour qu'elles soient publiées en noir sur blanc dans cet ouvrage. Nous remercions en outre toutes les personnes qui ont accepté de répondre à nos demandes d'entretien. Nous avons fidèlement retranscrit leurs propos en respectant l'anonymat et en prenant fidèlement en compte leur point de vue pour nourrir nos analyses sur les reconfigurations de la compensation carbone volontaire. Introduction générale. Contexte et positionnement. La compensation carbone découle du protocole de Kyoto, qui a été adopté en 1997, et qui précise les modalités de la coopération internationale pour atténuer le changement climatique. Ce protocole a prescrit 3 mécanismes de flexibilité permettant aux États de réduire les émissions de gaz à effet de serre, EGES. Il s'agit du mécanisme pour un développement propre, MDP, de la mise en œuvre conjointe, MOC, et des transactions internationales des émissions, TAI. À la suite de l'entrée en vigueur du protocole en 2005, la mise en œuvre de ces mécanismes a donné lieu aux marchés carbone dits réglementaires ou obligatoires, dans lesquels des États et des entreprises des pays qui ont ratifié le protocole peuvent effectuer des transactions consistant à vendre ou à acheter des crédits carbone. Ceux-ci correspondent aux quantités de GES nécessaires à ces États, ou à leurs entreprises, pour satisfaire leurs engagements au titre du protocole. Peu après l'émergence des marchés réglementaires et parallèlement à leur expansion, des marchés volontaires ont été progressivement créés pour promouvoir et valoriser des initiatives de réduction des EGES impliquant des particuliers, des collectivités territoriales, des entreprises, etc. Il s'agit en principe d'acteurs qui ne participent pas ou ne tirent pas parti des mécanismes de flexibilité. Ces acteurs s'engagent volontairement dans des transactions consistant à compenser leur EGES. Dans cette optique, compenser ces EGES revient à débourser une somme d'argent correspondant au montant de ces EGES, ce montant étant calculé en fonction du prix d'une tonne équivalent CO2. Un crédit carbone correspond classiquement à une tonne équivalent CO2. Le montant déboursé est destiné à financer des projets de captage-stockage ou de réduction des EGES, peu importe l'endroit où ces projets sont réalisés. La compensation carbone volontaire peut porter sur la totalité ou sur une partie de ces EGES. Globalement, les acteurs souhaitant compenser volontairement leur EGES passent par des opérateurs spécialisés qui disposent de portefeuilles de projets de compensation. Ces opérateurs évaluent avec le client compensateur la quantité de GES qu'il souhaite compenser, ainsi que le montant d'argent qu'il devra débourser. Des projets pour lesquels la réalisation, grâce à l'argent déboursé, entraînera la réduction des EGES peuvent être présentés aux clients. La compensation carbone volontaire est attractive car soumise à moins de règlements et de vérifications par rapport aux mécanismes de flexibilité. Elle bénéficie d'une relative bonne image auprès du grand public, car il s'agit d'une démarche non institutionnelle offrant la possibilité aux individus de prendre part à la lutte contre le changement climatique. Des entreprises s'y intéressent également, soit dans le cadre de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, RSE, soit pour déployer une communication qui promeut une image écologique. Ce travail de recherche est né d'une simple curiosité sur la compensation carbone volontaire, un sujet plutôt flou mais intrigant pour des chercheurs géographes spécialistes de l'environnement et du développement. Ayant constaté que des projets de développement, notamment en Afrique, intègrent de plus en plus une dimension compensation carbone, nous avons voulu en savoir plus. Cette curiosité a finalement mené à un travail de fond, effectué tout au long de l'année 2019. La compensation carbone, volontaire ou non, est sujette à de vives critiques, car elle pose des questions éthiques, sens et valeurs de la compensation, ou méthodologiques, calcul des émissions compensées ou évitées grâce à la réalisation d'un projet. Nous avons opté pour une approche différente, consistant à partir de sa structuration pour mettre en évidence et analyser les dynamiques d'acteurs. Ainsi, plutôt que de refaire une critique de la compensation carbone, nous nous intéressons à la manière dont elle est apparue, s'est développée et évolue encore aujourd'hui. Nous voulons aussi montrer comment les orientations de la compensation carbone ont un effet rétroactif sur ces acteurs et leur positionnement. Nous avons d'emblée conçu nos recherches et nos analyses dans une optique nord-sud,
justifiée par le fait que la compensation carbone volontaire a émergé essentiellement dans une perspective verticale, des individus et des entreprises des pays développés, en contrepartie de leur EGES, financent des projets de réduction des EGES dans des pays en développement. Nous avons ciblé les acteurs du Nord car bien que les acteurs du Sud participent ou sont les bénéficiaires des projets de compensation carbone, ils ne sont pas intégrés en amont de la finance carbone elle-même. Méthodologie. Le travail de recherche qui a permis de rédiger cet ouvrage s'est étalé sur une période de 12 mois, de janvier à décembre 2019. Afin de comprendre l'évolution de la compensation carbone, nous avons effectué une recherche bibliographique sur les théories et les concepts qui en sont à l'origine. Cela nous a amené à parcourir des travaux d'historiens sur les prémices des paiements au titre de la pollution, mises en œuvre par les entreprises elles-mêmes, montrant l'intérêt pour celles-ci de compenser leurs nuisances et surtout d'en maîtriser les règles, Conif 2009, Fresso 2016, ULMI 2016. Nous avons exploré les théories de la compensation carbone qui se réfèrent aux théories économiques constituant les bases de l'économie de l'environnement ou sa marchandisation. Caron 1998, Boisvert et al. 2004, Carsanti et Weber 2004, Faucheux 2005, Bureau 2009, Damian 2012, Meral 2012, Aïkout et Dahan 2011, Carsanti 2013, Rabransky 2015. Ces nombreux travaux reprennent et analysent, entre autres, les théories de Acépigou 1920 sur la régulation de la pollution par le marché, de Hercos 1960 sur le marché d'échange de quotas de pollution ou encore de Gidales 1968 sur la privatisation de l'environnement pour le protéger d'une manière rentable pour les entreprises. Une fois ces bases théoriques posées, nous avons décrypté les rapports de la communauté internationale concernant les politiques environnementales que nous avons mises en regard avec des politiques de développement. Nations Unies 1972, 1992A, 1992B, 1998, 2002, 2015, OMM 1979, Rapport Brundtland 1987, MEA 2005, UNEP 2011, OECD 2011, GIEC 2014, Banque mondiale 2012. Nous souhaitions identifier le moment où ces deux politiques se sont entrecroisées pour ne faire qu'une seule politique en faveur du climat, incluant une dimension marchandisation et donc la compensation carbone en lien avec l'économie verte. En analysant les rapports internationaux, nous voulions aussi montrer comment les différentes institutions internationales se répondent et se mettent en cohérence au fil du temps pour établir une politique globale. Nous avons en outre dépouillé les publications sur la compensation carbone volontaire. Elles sont peu nombreuses, sans doute du fait qu'il s'agit d'un phénomène récent. Les premières publications sur le sujet comparent les marchés obligatoires aux marchés volontaires, Bumpus et Liverman 2008, Bellasson et Leguet 2007. Elles soulignent les avantages et les différences entre les deux, avec un ton assez critique. Des publications récentes, Valiergue 2015 et 2018, abordent la compensation carbone volontaire avec une approche sociologique permettant de se rendre compte de son fonctionnement concret. Ces publications récentes ont considérablement nourri notre démarche et nos réflexions. Nous avons complété nos recherches bibliographiques en mobilisant la littérature grise disponible sur des sites internet d'institutions actrices de la compensation carbone, International Carbon Reduction and Offset Alliance, Banque mondiale, Écosystème Marketplace, Infocarbone, site d'organismes vendeurs ou producteurs de crédits carbone, etc. L'étape suivante du travail a porté sur l'état des lieux du marché carbone volontaire pour identifier concrètement les acteurs et les territoires impliqués. Qui achète des crédits carbone? Qui les vend? Qui met en œuvre les projets? Quels en sont les bénéficiaires? De quel pays les acteurs sont-ils issus? Quelles sont les quantités de CO2 qui font l'objet de la compensation volontaire? Et quelles sommes d'argent transférées sont-elles mobilisées pour réaliser des projets? Pour répondre à ces questions, et après diverses impasses dans la recherche de données fiables, nous avons choisi d'exploiter les données des rapports d'Écosystème Marketplace, un think tank spécialisé en études sur l'économie de l'environnement. Il publie chaque année, depuis 2007, un rapport sur l'état du marché carbone volontaire. Nous avons parcouru chacun de ces rapports, jusqu'à celui de 2018, dernier rapport publié au moment de nos recherches.
Le traitement des données issues de ces rapports nous a permis de montrer plusieurs évolutions. Celle des acteurs d'abord, dans leur nombre, leur type. Puis celle de la géographie des projets, localisation des acheteurs et des vendeurs, lieu des projets, et celle des quantités de crédits carbone générés. Il nous semblait important de comprendre les flux de capitaux, de projets et de crédits carbone pour souligner la distinction entre les acheteurs, majoritairement les entreprises souhaitant compenser, les vendeurs de crédits et les porteurs de projets. De nombreuses illustrations graphiques ont été réalisées pour soutenir la description et l'analyse des tendances mises en évidence. Pour atteindre l'objectif principal de notre travail consistant à décrypter et à analyser la structuration de la compensation carbone volontaire et ses reconfigurations, nous avons effectué une enquête par entretien semi-directif auprès d'une quinzaine d'acteurs, tableau 1. Ils participent à la compensation carbone volontaire en étant basés en France, aux États-Unis, en Suisse et en Hollande. Nous avons veillé à ce que les acteurs interrogés appartiennent aux catégories d'acteurs qui structurent la compensation carbone volontaire et la font fonctionner. Les vendeurs de crédits carbone, les porteurs de projets générateurs de crédit, les certificateurs de crédit, les clients, entreprises ou collectivités territoriales qui achètent les crédits. Tableau 1. Acteurs enquêtés. En cherchant à identifier et à contacter nos potentiels enquêtés, nous nous sommes aperçus que la frontière entre les acteurs était parfois très mince. Certains porteurs de projets vendent aussi des crédits, et des vendeurs de crédits sont aussi porteurs de projets. Cette situation souligne la complexité des dynamiques d'acteurs de la compensation carbone volontaire, que nous avons choisi d'analyser dans cet ouvrage avec une perspective temporelle pour mieux la comprendre. Si certains acteurs ont été facilement joignables et ont accepté directement l'entretien, d'autres étaient méfiants de l'utilisation des données des entretiens et d'autres encore n'ont jamais répondu. Nous n'avons pu identifier une collectivité territoriale véritablement impliquée, malgré des annonces publicitaires mentionnant la participation des collectivités territoriales dans la compensation volontaire. Nous avons eu très peu de retours d'entreprises privées cherchant à compenser leur EGES. De fait, nos résultats sur cette catégorie d'acteurs sont à prendre avec précaution. Ce qui explique aussi notre choix d'analyse ciblée sur les opérateurs et porteurs de projets. Pour compléter nos données et enrichir nos analyses, nous avons eu recours aux travaux de Havalierg, 2015 et 2018, et aux témoignages de certains de nos enquêtés qui collaborent directement avec des entreprises clientes. Nous nous sommes aussi de nouveau appuyés sur les rapports annuels d'Ecosystem Marketplace et sur ceux de l'ICROA, International Carbon Reduction and Offset Alliance, pour obtenir plus d'informations sur les acheteurs et leurs motivations. Nous avons interviewé des ONG, des opérateurs spécialisés dans le conseil en bilan carbone et en compensation, des organismes publics souhaitant valoriser leurs efforts de gestion des forêts en créant une valeur carbone, une entreprise multinationale cliente de la compensation carbone ainsi qu'un organisme de certification. Nous avons classé chacun de nos enquêtés dans une catégorie et nous avons attribué des numéros qui sont utilisés dans le texte lorsque nous citons les acteurs, ce qui permet de respecter l'anonymat de nos enquêtés tout en indiquant à quel type d'acteurs ils appartiennent, tableau 1. Nous avons établi des questionnaires adaptés pour chaque catégorie d'acteurs, annexe 1, et nous avons privilégié des entretiens semi-directifs. Un seul entretien n'a pas été effectué en direct, mais par email, l'enquêté ayant rempli et retourné le questionnaire. Les autres entretiens ont été menés en face-à-face ou par téléphone, et ont duré en moyenne 1 heure chacun. Structuration de l'ouvrage. Nous présentons dans le premier chapitre l'historique de la compensation carbone, pour montrer comment elle a été progressivement structurée avec une composante volontaire qui a émergé en marge de la composante réglementaire initiale. Nous explicitons la manière dont les politiques environnementales se sont peu à peu construites parallèlement aux politiques de développement, pour ne mener qu'à une seule politique, celle du développement durable et plus trivialement l'économie verte, dont le climat est devenu le principal catalyseur. Ce premier chapitre aborde en outre les fondements théoriques et conceptuels, ainsi que les nouveaux enjeux de la compensation carbone volontaire. Dans le deuxième chapitre, nous présentons les tendances du marché carbone volontaire depuis sa création, en organisant notre propos et les illustrations pour permettre une meilleure connaissance des acteurs,
les clients, les vendeurs, etc., des lieux et des types de projets mis en œuvre. La dimension temporelle de la compensation carbone rentre en résonance avec l'évolution des politiques internationales, ce qui permet de montrer quels pays et quels types d'acteurs ont le plus d'intérêt dans la compensation volontaire. Le troisième chapitre est consacré à l'analyse des jeux d'acteurs de la compensation carbone volontaire. Les rôles et les motivations des acteurs sont décryptés, ainsi que les jeux et les enjeux. Des acteurs hybrides, des porteurs de projets vendant des crédits carbone et des vendeurs de crédits faisant des projets, sont identifiés à l'aide du dépouillement des entretiens, annexe 2, qui sont mobilisés pour expliquer les trajectoires et les repositionnements de ces acteurs. L'attention portée aux propos de ces acteurs permet d'expliquer l'évolution de la compensation carbone volontaire et la prédominance des acteurs privés. Le quatrième et dernier chapitre est focalisé sur le rôle des certificateurs et sur les mutations, qui interrogent l'avenir de la compensation carbone volontaire. Nous mettons en évidence la manière dont elle est peu à peu accaparée par le secteur privé, à la fois dans les prises de décisions politiques, commerciales et financières, mais aussi dans les types de projets de compensation carbone. Ces tendances caractérisent un renouveau dans la manière de faire la compensation volontaire. Recomposition des rôles, repositionnement des acteurs, en particulier des ONG qui se trouvent peu à peu exclus du système. Nous analysons les effets de ce repositionnement des acteurs sur l'aide au développement et sur les politiques internationales pour le climat. Chapitre 1 : Une structuration et des ajustements au gré des conférences internationales sur l'environnement et le développement. Introduction. La conception et l'évolution de la compensation carbone sont étroitement liées aux politiques d'environnement et de développement qui découlent des conférences internationales et des sommets planétaires. Ces conférences internationales considèrent la compensation carbone comme une solution au problème du réchauffement climatique. Elle a été conçue comme devant être un outil de réduction des EGES. L'objectif de ce chapitre est de reconstituer la chronologie de la compensation carbone, pour montrer comment elle a été structurée et comment elle évolue. La chronologie élaborée met en évidence 3 étapes clés. Une première correspondant à l'émergence du marché carbone volontaire dans le sillage du marché réglementaire, une seconde sous-tendue par des critiques engendrant une diversification des secteurs d'intervention, des acteurs et des projets de compensation volontaire. La troisième étape fait suite à de nouvelles critiques, qui engendrent une réorientation forte des politiques internationales, créant de nouvelles opportunités de marché pour le secteur privé et dynamisant à nouveau la compensation. Cette chronologie souligne le rôle majeur des conférences des parties, en particulier 2 d'entre elles, celle de 1997, qui a donné lieu au protocole de Kyoto, avec ses mécanismes de flexibilité qui constituent les bases des marchés carbone réglementaires, et celle de 2015 avec l'accord de Paris qui a donné un nouveau souffle à la compensation carbone en incitant les acteurs privés à s'impliquer dans la transition énergétique aux côtés des acteurs publics. Les fondements théoriques et conceptuels de la compensation carbone sont décrits tout au long du chapitre. 1. Du Cap and Trade au protocole de Kyoto. 1.1. Le Cap and Trade, plafonner et échanger des quotas de pollution, année 1970. Si la compensation carbone est un sujet d'actualité, l'idée d'une compensation financière comme principe de régulation de la pollution par les industriels apparaît au XIXe siècle, ULMI 2016. Elle a même été voulue par les industriels eux-mêmes, Fresso 2016, en réponse aux critiques de l'opinion publique envers des activités industrielles jugées dangereuses pour la santé d'abord, puis pour l'environnement. Les industriels paient alors pour les dommages qu'ils produisent et qui affectent les populations. Dès 1810, une loi est adoptée en France pour une régulation libérale de la pollution, l'État étant jugé trop contraignant, Fresso 2016. L'industrialisation se développe et avec elle les conséquences sur l'environnement, eau polluée, dégradation de la fertilité des sols, etc. Mais la pollution coûte cher et les économistes, dès le début du XXe siècle, réfléchissent à la manière de faire diminuer ce coût. Damian 2012. Les travaux de Arthur Cécile Pigou en 1920 posent les bases de la régulation de la pollution par le marché, Faucheux 2005, Conif 2009, Damian 2012,
en définissant le concept d'externalité. Il considère que la nuisance causée par la pollution due à l'industrie est une perte de bien-être qui n'est pas prise en compte dans les activités économiques et industrielles. Une perte non compensée qui constitue une défaillance du marché. Il propose alors d'internaliser cette externalité, c'est-à-dire de donner un coût à la pollution afin de réintégrer celle-ci dans l'économie pour retrouver un équilibre, Faucheux 2005. Ces travaux seront repris dans les années 1960, notamment par Ronald Coase, puis par John Dales. Ils vont théoriser, d'une part, le marché d'échange de quotas ou droits à polluer, et d'autre part, la privatisation de l'environnement pour le protéger de manière rentable, Boisvert et al., 2004. En donnant une valeur marchande à la pollution, les entreprises seraient stimulées pour réduire leur pollution en ayant recours à des technologies alternatives, Carsanti et Weber, 2004. La régulation par le marché permettrait en outre de réduire la pollution à moindre coût tout en s'affranchissant de la lourdeur bureaucratique de l'État. Ces théories vont fortement influencer les politiques environnementales internationales. En parallèle émergent les premières contestations publiques à l'égard de la société de consommation. Ces contestations vont, elles aussi, influencer les politiques environnementales. Le rapport Meadow pour le Club de Rome en 1972 alerte sur les limites des ressources de notre planète et connaît un fort retentissement. La même année a lieu la conférence de Stockholm, lors de laquelle l'environnement est énoncé pour la première fois comme un enjeu mondial. Le slogan « Pensée globale, agir local » en ressort, conduisant à la formulation des premières restrictions internationales sur la pollution et posant les bases des réflexions qui vont conduire au concept de développement durable. C'est lors de cette conférence que le Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, est créé. Le principe 18 de la Déclaration de Stockholm souligne la croyance envers la technologie et le progrès pour résoudre les problèmes environnementaux, Nations Unies 1972. Le principe 20, quant à lui, indique qu'il faudra transférer, dans les pays en développement, les savoirs et les techniques disponibles pour l'environnement dans les pays développés. Cette approche s'inscrit dans celle prônée par les États-Unis depuis les années 1950, reposant sur une croyance dans le progrès et la technique pour plus de production comme moteur de croissance et de paix. Dès les premières rencontres internationales, l'industrialisation ainsi que le progrès ne sont pas identifiés comme cause des problèmes environnementaux mais comme solution à ces problèmes. Si les approches sont les mêmes, les politiques environnementales et de développement sont, à l'époque, traitées distinctement. Toutefois, les entreprises sont désignées responsables des pollutions, une catégorisation qui se cristallise dans le principe pollueur-payeur de l'OCDE en 1972. Cependant, dans un contexte de montée du libéralisme, les taxes anti-pollution et la rigidité de l'État sont critiquées par les entreprises, américaines surtout, qui ont peur de ne pas être assez compétitives sur le marché international. De plus, la crise pétrolière, à la même époque, incite les États européens à vouloir sortir de la dépendance au Moyen-Orient et stimule les recherches pour se tourner vers des solutions alternatives au pétrole. L'Organisation météorologique mondiale, OMM, sera à l'initiative, avec le PNUE, de la première conférence mondiale spécifiquement dédiée au climat, à Genève en 1979, consacrant l'apparition de la problématique climatique sur la scène internationale. La très forte concentration de CO2 dans l'atmosphère, à cause des activités anthropiques, est pointée du doigt et il est admis que ces rejets pourraient avoir un impact négatif sur la planète, OMM 1979. Les premières études de l'OMM démontrent l'intérêt de la régulation de la pollution par l'établissement de permis échangeables au lieu d'une taxe. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.